Justement sur le journal de 20 h, Le Bonheur. Je suis très heureux de recevoir une invitée d'exception, Annie Dupéret, actrice, auteure, photographe. Notre chroniqueur, Marianne Gonzalez, nous parlera aussi avec Robert Cinéfilm, nous parlera de l'actualité du cinéma et aussi à l'affiche, les 77e Festivals de Cannes, les parutions littéraires. On se retrouve tout de suite avec mon invité. Un peu là, comme ça. Bonsoir Bonjour. Annie. Non, bonsoir. Oui, Bonsoir Annie, comment allez-vous? Ça va bien. En forme? Oui, il faut. Les beaux jours arrivent? Les beaux jours arrivent et puis il y a le théâtre, à assumer. Voilà. Assumer. Nous avons eu l'immense chance de faire faut bien le dire, un triomphe. Un triomphe dans un duplex. Oui. Formidable. Dans un duplex. Et alors, on va voilà. en revenir justement sur l'actualité. En tout cas, merci d'avoir accepté mon invitation et on va commencer. Il y a une chose qu'on a en point commun tous les deux. Normandie. La Normandie. Voilà. Né en Seine-Maritime en Normandie, d'une famille modeste, populaire, artistique. Votre père, Lucien Legras, était photographe. Il vous a transmis la passion de la photographie. Oui. Mon grand-père était projectionniste, c'est vous dire qu'on était sous le signe de la pellicule. Hein. Ah oui, c'est là l'histoire, une grande histoire c'est drôle. de photos. Oui, après mon grand-père a réparé beaucoup. Il a été projectionniste au cinéma d'abord au Cirque Théâtre de Rouen, Oui. effectivement. À Elbeuf, je veux dire. À Elbeuf. À Elbeuf, et après il a été, quand le Cirque Théâtre a fermé, il a été à l'Omnia, à Rouen, projectionniste. Et tout ça a été bien orchestré Voilà. et encadré. Ouais. Alors justement, plus tard, vous découvrez les négatifs de photos prises par votre père. Quel est l'effet de cette découverte, en fait, de retrouver toutes ces photos? Alors, je voulais absolument pas les regarder. Ces photos léguées par la famille, j'avais les négatifs des photos de mon père que je ne voulais pas voir parce que c'était une époque où j'étais encore très en colère contre leur mort, qui m'est laissé sur terre sans eux, quoi. Donc j'étais en plein déni du deuil comme ça. C'était dans 2 cartons enfoncés sous mon lit, là où je vivais à l'époque, mais vraiment loin. Hein. Loin. Et il a fallu que je fasse pendant 18-20 ans de la photo moi-même. Oui, parce que vous avez eu un don pour la photographie et enrichi par la conservatoire que vous avez justement photographié. Vous avez une panoplie de personnalités. Oui, mais qu'est-ce que je veux dire, j'ai fait ça avec le labo, en plus. C'est merveilleux de rien comprendre. Parce qu'on fait les choses sans comprendre. Sans comprendre. J'ai fait le labo jusqu'à développer les pellicules. De A à Z. Quelquefois, je rentrais du théâtre, j'avais fait des photos de mes copains ou des photos qui me plaisaient. Tout ça, mes appareils ne me quittaient jamais en 18 ans. Je l'ai vérifié quand j'ai fait ma première expo il y a quelques années, quand j'ai regardé, et je me dis, New York, 2 pellicules, j'avais les appareils. Los Angeles, j'avais les appareils. L'Italie, j'ai ramené une pellicule d'Italie. J'avais mes 7 kilos de matériel, mais c'est dingo. Ça me suivait partout. Et en fait, j'arrivais quelquefois, quand j'avais photographié dans la journée, ou des copains, parce qu'il y avait que les photos à l'époque, donc je faisais les books des copains. Et oui, parce que quand on allait faire des castings, c'était les photos. Enfin, voilà, il n'y avait que les photos. Donc, mes copains avaient découvert vite que je faisais pas de trop mauvaises photos, que j'étais gratuite et que je leur faisais les tirages. Donc, quelquefois, je sortais du théâtre où je jouais, au théâtre de la ville ou chez Barrault, et je me mettais au labo la nuit, parce que le temps passe à la photo argentique dans un labo, vous ne pouvez pas savoir. Et quelquefois, je mettais le nez dehors et je me disais, oui, ça, il fait jour, dis donc. La nuit à développer mes photos. Et alors, j'ai fait ça pendant 18-20 ans, jusqu'à ce que je le raconte dans le petit bouquin qu'on a fait de mes photos, les photos d'Annie. Il y a eu mon agrandisseur, un jour, qui s'est mis à me faire une panne. C'est-à-dire que, c'est pas une panne vraiment, c'est-à-dire qu'il a perdu le point. Vous savez, on projetait le négatif sur le papier photo. Oui. On calculait, on faisait des essais, on calculait le nombre de secondes qu'il fallait pour que ça soit bon. On pouvait masquer si c'était trop clair, trop foncé. C'est tout un petit beans comme ça de photographe. Et comme je faisais des photos pour mes copains, je leur faisais parfois 15 tirages de la même photo pour qu'ils les distribuent. Et voilà, que mon petit appareil s'est mis à perdre le point entre chaque photo.
C'est-à-dire qu'à chaque jour, boum, je faisais une photo, je la mettais là, je recommençais, je disais, mais c'est pas possible. C'est comme un petit objectif, quoi, Oui. qui devenait mou et j'étais obligée de faire le point à chaque fois. Il m'a énervé, ce truc. Et je me suis dit, tiens, Vous auriez aimé puisque j'aime ça, si j'achetais un grand agrandisseur, et l'idée géniale est arrivée, et pourquoi pas un multiformat qui me permettrait d'enfin développer les photos de mon père. Mais de quel format sont-elles ? Eh oui. J'ai tiré les 2 tiroirs, les 2 cartons. J'ai commencé à mettre le nez là-dedans. J'ai vu des négatifs, ça m'a fait peur. Je les ai remis, c'était fini. C'était fini. J'avais ouvert la boîte. Eh oui. Voilà, 6 mois après, j'ai fait développer les pellicules. Je me suis rendu compte avec une incroyable surprise que sans le savoir, j'avais fait pour certaines quasiment les mêmes photos que lui. Il n'y a pas de hasard. Oui. Et puis voilà, j'ai senti très vite que d'abord je me suis dit je vais lui faire un livre hommage, et puis j'ai senti très vite que ça allait pas être un livre hommage, quoi. Ça allait être autre chose. Autre chose. En tout cas, justement, on aurait bien aimé avoir à l'époque le Photoshop, parce que maintenant on retouche facilement. Hein. Ah oui, c'est vrai. Parce qu'à l'époque, c'était pas facile de retoucher, c'est ce que vous expliquez, Annie. Alors vous avez quand même Isabelle Adjani, Serge Lama, entre autres, mais c'est une passion. Eh bien, écoutez, là, avant-hier, il y a eu l'inauguration au Théâtre de Paris, où je joue le duplex, tout à fait, de l'exposition de mes portraits de comédiens. Pas toutes les photos. Ça a commencé hier. Ça a commencé, dimanche. Donc, dans les couloirs, quand on rentre au théâtre, quand on va prendre sa place et tout, on peut voir tous les portraits des comédiens que j'ai fait. Pas les autres photos, mais on est resté dans le cadre du théâtre, donc les portraits de comédiens. Eh ben, ça, c'est la future expo. Eh ben, elle est là, au théâtre. Bien, voilà. Et elle va voyager, cette expo. Juste les portraits. Ah ben non, les expos, j'en suis à ma 20e expo quand même, c'est super. Mais non, là, on a fait juste les portraits de comédiens, puisqu'on est au théâtre. On est au théâtre. Alors, vous avez été élevé par votre tante, suite à un drame familial que vous avez relaté dans vos livres, Le voile noir, suivi de Le rêve de ma mère. Vivre un tel drame, il n'y a plus d'enfance, je me doute. Mais quel souvenir, voilà, l'enfance, elle est finie. C'est une page qui s'est tournée, mais il y a une cicatrice à la fois. C'est-à-dire, c'est assez curieux. Maintenant que je peux en parler tout à fait, que j'ai quand même fait le point là-dessus, je crois que cette enfance finie, ça a été la base de ce que j'ai appelé dans Le rêve de ma mère mon malheur scolaire. C'est-à-dire que j'ai été vraiment inintégrable avec les autres enfants, quoi. On est à côté, on est ailleurs, on est à part. On est à part. J'ai pas pu m'inscrire dans comme un handicapé. Ouais. On est à part. J'ai pas pu m'intégrer, disons, dans le système scolaire. Bon, je le déplore pas forcément, puisque à l'époque, j'ai eu la chance, à cette époque-là, qu'on puisse, avec un vague niveau BEPC, rentrer aux Beaux-Arts et au Conservatoire. Alors ça, justement, mais quel souvenir gardez-vous de l'adolescence avec votre tante, parce que c'est votre Les Beaux-Arts. Les Beaux-Arts. Les Beaux-Arts, c'était la passion. D'ailleurs, ma tante a été un personnage absolument extraordinaire à qui je dois tout, quoi. Elle a été à l'affût quand elle a compris que j'étais pas bien à l'école. Elle a été à l'affût de mes dons, de mes goûts. Elle a été sensible à tout ça. Ça a été une fille sacrifiée. Elle s'est sacrifiée pour vous. Non, quand elle était petite. Elle aurait rêvé de faire des études. Elle rêvait d'être professeure. Et comme ma grand-mère avait été veuve 3 fois, élevant ses enfants seule, etc., ma tante était l'aînée, donc elle a été sortie de l'école à 11 ans pour servir au bistrot avec ma grand-mère. D'accord. Et ma tante a gardé toute sa vie la douleur, la frustration d'avoir été empêchée d'étudier. Et par contre, elle a dit... C'est dur à accepter. Bah oui. Très dur. Elle a dit, quand elle m'a pris, celle-là fera ce pourquoi elle est douée. Et donc, j'ai eu tous les bouquins que je voulais. J'écrivais, je lisais, et surtout, je dessinais, je peignais. Elle m'a inscrite aux Beaux-Arts, au cours du soir, à 11 ans.
Oui, parce que vous suivez les cours du Conservatoire de Rouen, puis vous avez reçu au Conservatoire national supérieur d'art dramatique de Paris en 67. J'avais fait les cours de danse depuis l'âge de 12 ans. Je veux dire, elle m'a mis toutes les cartes en main comme ça. Toutes les cartes en main. T'as envie de faire ça, tiens. Voilà, Annie, le chemin pour vous, il était déjà tracé ou vous ne saviez pas? Non, pas du tout. Non, je ne savais pas du tout. En tout cas, comédienne, j'en ai jamais rêvé. Hein. Ça, c'était le... Ah oui. Non, c'était la bifurcation. J'allais rentrer, j'avais fait mes 2 ans de beaux-arts avec un professeur de peinture rouennais, Robert Savary, que j'adorais. Oui. Et inversement, j'adorais en cours, il se penchait vers moi en complicité, il me disait « on a la même palette ». C'est marrant, mais c'est une phrase que j'ai déjà entendue et c'est tellement beau puisque je suis aussi artiste avec le côté fusain, donc on a la même palette. Et il m'a dit quelque chose de très joli un jour, il m'a dit « oh, t'es coloriste ». J'ai dit « ah bon ?» Il me dit « bah oui, tu peux retrouver n'importe quelle couleur comme ça d'instinct, tu sais le mélange qu'il faut faire ». Et alors j'avais dû avoir l'air ravi parce qu'il m'a dit « t'as pas à être fier, c'est un don ». Formidable. C'est formidable, oui. T'as pas à te glorifier de ça, tu n'y peux rien, c'est un don. Le don s'est engagé vous êtes engagé avec Jean Meyer pour jouer dans la pièce. Donc j'ai bifurqué des Beaux-Arts, j'ai été prise au conservatoire pour suivre les copains. Et voilà. Alors vous êtes dans Les 3 mariages de Mélanie, de Charlotte France, en 65, mise en scène par Jean Meyer au Théâtre Michel. C'est les débuts du théâtre. Quels sont ces souvenirs justement avec ces études en fait d'en arriver là? Écoute, ça a été le premier des hasards absolument dingues, quoi. C'est-à-dire que sans vouloir vraiment être comédienne, je rentre au conservatoire. Oui, parce que c'était même pas une réalisation de rêve en fait. Non, pas vraiment. Pas du tout. Pas vraiment. Mais j'aimais ça, j'étais relativement à l'aise, j'aimais ce que j'ai découvert en fait. Je vais te dire pourquoi le conservatoire a gagné sur les Beaux-Arts. C'est parce que j'ai fait une découverte majeure avec la comédie, c'est les copains, les partenaires. Les camarades de classe. C'est-à-dire plutôt solitaire à l'école, solitaire aux Beaux-Arts, et pour cause, vu que seul devant sa toile, devant son dessin, je veux dire, il n'y a pas de travail en commun, quoi. Et là, tout à coup, dans la comédie, j'ai découvert le « à toi, à moi », comment on fait pour se monter une scène, qu'on se mette en scène, qu'on fasse des coups. Ça m'a, mais c'est ça qui m'a emmené vers ce métier. En fait. C'est les copains, les connaissances, les relations. L'échange. C'est l'échange qu'il y a. Le travail en commun avec ce que j'appelle le « à toi, à moi », l'entraide en scène. C'est ça qui m'a émerveillé et emmené vers ce métier. À l'époque, il y avait ça. Est-ce qu'il y a toujours cette âme de... Bien sûr. Toujours. Bien sûr. Et puis j'ai eu un merveilleux professeur à Rouen qui avait été un élève de chez Simon et qui professait cette chose formidable: fais que ton partenaire soit le meilleur possible. Parce que s'il est bon, ça va t'aider. Exactement, oui. Donc c'est... une osmose. Voilà, une osmose et puis une entraide, une véritable amitié, comme ça. C'est ça ce métier, effectivement. Dans le métier, vous aimez les surprises? Je déteste les surprises. J'en ai une ce soir. Oh, j'ai une surprise. Écoutons le message d'une personne que vous aimez. Mon cher Julien, bonjour, c'est Eva Darlan. Je sais que vous recevez aujourd'hui une femme de mes amis que j'aime beaucoup et que j'estime beaucoup et qui a, je dois dire que ça m'énerve énormément, qui a tous les talents. C'est rare, ça je vous garantis que c'est rare. Cette femme sait tout faire. Et ce qui est pire, c'est qu'elle fait tout bien. Elle écrit des livres magnifiques, elle fait des photos sublissimes. Quand elle vous reçoit chez vous, elle vous prépare à manger avec 3 fois rien, elle vous fait un repas somptueux. Elle peint extraordinairement, elle a un goût pour toute chose, elle s'habille avec extravagance, pour nous pauvres mortels qui n'avons pas le sens des couleurs et de la folie vestimentaire. Elle est divine avec ses amis, elle est fidèle, elle est généreuse. C'est un peu écœurant, si vous voulez, de trouver autant de qualités chez une seule et même personne, à moins qu'elle soit plusieurs.
ce qui n'est peut-être pas inenvisageable. C'est pas impossible. En tout cas, profitez bien d'elle. Elle a beaucoup à donner et je l'embrasse de tout mon cœur. Et j'espère la voir très très vite. Ça fait très longtemps que je ne la vois pas parce qu'elle est au théâtre et ça m'énerve beaucoup. Alors tiens, voilà un de ses défauts. Elle travaille beaucoup. Ah oui, j'oubliais, c'est une très bonne actrice. Bon, on s'en sortira pas. Hein. Allez, je vous embrasse et à très vite. Au revoir. Oh, merci Eva, c'est trop mignon. Je sais qu'elle nous écoute. Je l'ai eu encore cet après-midi. Oui, elle t'embrasse. Oui. Et écoute, c'est épatant, c'est gentil comme tout. C'est une grande comédienne aussi, Eva. Ah, écoute, elle est formidable. C'est une militante. C'est une pour les femme, animaux, pour l'homosexualité, pour les femmes, pour plein de choses diverses. Elle a aussi son coup de gueule, comme toi, pour certaines choses. Voilà. Oui, ça arrive. Mais ça arrive. Voilà. Donc voilà, je voulais faire cette surprise. Et attention, l'émission n'est pas finie. Il y a d'autres suspens. Mais je voulais te dire une chose à propos du fait de un peu de ce que disait Eva et tout ça. C'est vrai que, comment dire, d'avoir été une espèce de survivante comme ça, et de prendre les choses comme elles viennent, c'est un énorme avantage. C'est-à-dire que j'ai eu aucune projection de moi idéale dans l'avenir. Quand je dis j'ai pas rêvé d'être comédienne, mais c'est absolument épatant. Parce que de laisser venir les choses comme ça sans avoir une vision, j'aimerais être ça, j'aimerais être une star, j'aimerais avoir les premiers rôles. C'est ce qui se passe à la date d'aujourd'hui, je trouve. Les jeunes. Peut-être, du coup, ne laisser venir les choses sans ça, ça évite les jalousies, ça évite les déceptions. Les tracas, les soucis. C'est tout simplement, on est comme ça. Et j'ajouterais un truc en plus, c'est d'avoir vécu un traumatisme comme je l'ai vécu, quand même, de trouver ses parents morts par terre. Rien au monde n'aurait pu me tourner la tête. Oui. Tu as avec ça, quand tu as ça en toi, tu as ce que j'appelle la mesure étalon du pire. Tu vois, qui te ramène bien au sol au cas où tu aurais tendance à te dire oh là là, non, boum, là ça te plaque au sol et à la réalité des choses et tu peux pas t'envoler, tu vois. Dès que ça touche l'amour des parents, même pas ça. Par exemple, les succès, aucun succès, aucune réussite fabuleuse n'aurait pu me tourner la tête. Parce que voilà. C'est humble. Voilà, il y a cette base-là. C'est une belle base en tout cas. Alors justement, on va une petite carrière. Vraiment une petite carrière, hein, Annie. 60. 60, oui, voilà. Oui. Avec la TVA. Alors, en 1971, La guerre de Troie n'aura pas lieu de Jean Giraudoux. Merveilleux. Mise en scène par Jean Mercure, Théâtre de la Ville au Festival d'Avignon. 1980, la comédie musicale Attention fragile d'André Ernotte. Et vous rencontrez Bernard Giraudot. En 1990, Le plaisir de rompre, mise en scène de Bernard Murat avec Bernard Giraudot. En 1988, vous recevez le Molière de la meilleure comédienne. Quel effet sur vous êtes sûr toutes ces... Enfin, vous avez été au Molière pour remettre un prix en 88. Remettre un prix Nomination, vous avez été nommé au Molière. Oui, nommé 5 fois, je crois. 5 fois, hein 5 fois, voilà, oui. Juste ça. Alors vous m'avez pas fait le coup. Généralement, dernièrement, j'ai eu un journaliste qui m'a dit c'est merveilleux, vous avez eu 5 Molières. Suffit de pas démentir, on les a. Ben voilà. C'est pour ça. Les nominations se transforment au bout d'un certain nombre d'années automatiquement en Molière. C'est génial. Alors, et en 88 pour Le Secret, en 90 pour Le pain de ménage et Le plaisir de rompre, en 96 avec Un mari idéal. En 2006, Oscar et La Dame Rose. En 2010 pour Colombe. J'ai toujours une aînée devant moi. Mais alors ça, c'était très drôle quand je dis ça évite les jalousies et tout ça et tout. Bon, moi les prix, ça va. C'est ce que c'est quoi, c'est bon. Mais vous êtes agréable, quand même sensible à ce. Alors il y a une chose qui un jour qui m'a frappé, c'est marrant, j'étais nominée comme on veut, en même temps qu'il y avait 2-3 actrices comme d'habitude, et j'ai pas entendu mon nom, mais j'ai entendu que le Molière était attribué à Suzanne Flon, et j'ai fait ouais, et il y a une dame à côté de moi qui m'a dit ah bon, c'est pas vous et vous n'êtes pas déçu? Je dis non, écoutez, Suzanne, franchement, enfin, tout le monde a envie de lui donner. Non, je suis pas déçu, c'est normal qu'elle l'ait, quoi.
Et la dame à côté, elle était... Mais... C'est le plaisir de partager, justement. Et Sarah, votre fille, reçoit un Molière à la 34e nuit des Molières et vous adresse un très bel hommage, une récompense pour vous. C'était magnifique. C'était votre récompense à la fois, ou étonné? Oui et non. On était déjà très émus parce qu'il y avait un hommage à Pascal Bordet, qui était notre amie costumière, qui était décédée depuis peu. Donc, en fait, Sarah a aggravé les choses parce que j'étais déjà en larmes, en fait. En pensant à Pascal. Et puis, sur ce, elle m'a fait si joli hommage formidable. Ça a été très touchant. Oui. Très, très, très touchant. Quel conseil vous pouvez donner aux jeunes aujourd'hui? Comédien, vous voulez dire? Oui. Alors, celui que j'ai donné à mes enfants, c'est pas facile de ce métier. C'est pas facile parce que, d'abord, il faut, quand on commence, quand on a envie de faire une carrière, d'en faire son métier, il faut savoir qu'on va être au chômage tous les 2 mois. Oui. Donc, il faut que ça ne vous rende pas triste ni trop soucieux parce que vous allez perdre votre charme et on va plus envie de vous avoir, de vous prendre. Donc, il faut avoir assez confiance en soi tout en restant modeste. Et en même temps, je disais, il y a un 50-50 à avoir et c'est pas facile. 50% de passion et 50% de désinvolture, qui n'est pas du je m'en foutisme. Non. La désinvolture, c'est pouvoir se dire tout à coup, j'ai pas ça, c'est pas grave, je passe à autre chose. C'est une espèce de légèreté qui fait que voilà. Oui, c'est-à-dire que si vous l'avez, c'est pas grave, j'en aurai un autre. Et alors, que avoir que je en devais même temps passion et désinvolture, c'est pas donné à tout le monde d'avoir ce mariage-là des deux qui va vous permettre de résister aux nombreuses déceptions qu'il y a dans ce métier, à tout ça et tout, d'y résister en se disant, allez, je continue et je ne perds pas le moral et je ne perds pas ma foi et oula. Ouais. Le mariage n'est pas facile. Le mariage n'est pas facile, mais en tout cas, il faut positiver, même à la date d'aujourd'hui, pour ce métier. Oui, espérons, oui. Il y a des gens formidables. Il y a des gens formidables qui arrivent. Je crois qu'il y a des gens épatants, il y a des jeunes comédiens absolument épatants. Et que vous avez même joué aussi dans certaines séries des jeunes comédiens. Oui. Bon, il y en a certains qui étaient un peu choisis au nombre de followers, mais ça, c'est autre chose. Ah, ça, c'est autre chose. Voilà. Oui. Non, Allez, je confie une chose. Je dis pas qui, alors. Nous faisions une lecture de cette série. J'avais envie de leur dire effectivement, articule. Tu veux bien articuler, s'il te plaît, parce que tu es à 1 mètre de moi en face de la table et je ne comprends pas un mot de ce que tu me dis. Ça n'est pas être ridicule que d'avoir une élocution claire. Alors ça, faut le dire aux jeunes comédiens, vraiment bien. Et alors, me promenant dans les couloirs après, j'en entends un. Mon agent m'a dit « Oh non, fais surtout pas de théâtre, tu vas perdre ton naturel. » Non mais franchement, il y a des agents qui peuvent dire des trucs pareils. C'est pas sensible, c'est incroyable. Mais ça existe, malheureusement. Malheureusement. Il va pas faire long feu, le petit. En tout cas, vos castings, vous en avez fait parce que parallèlement au théâtre, vous avez une carrière d'actrice au cinéma. Sans jamais faire un casting. Alors voilà, c'est pour à ça, l'époque, il y avait pas. C'est pour ça que je rebondis sur ça. Un des premiers rôles en 67, donc 2 ou 3 choses que je sais d'elle, de Jean-Luc Godard. En 76, Un éléphant, ça trompe énormément, d'Yves Robert, avec Jean Rochefort, Claude Brasseur, Victor Lanoux et Guy Bedos. Un film qui a marqué votre carrière, en fait, auprès du grand public, bien sûr. Pour vous, c'est un classique. Hein. C'est un classique. Qu'est-ce qui est le plus représentatif? C'est vraiment Un éléphant, ça trompe énormément. Un éléphant, il y a un truc qui m'a frappé il y a quelques temps, c'est le doudou des Français. Ah, oui. C'est-à-dire que quand on a une saloperie à leur annoncer, genre un confinement, boum, on leur balance un éléphant, ça trompe. Histoire de les calmer. Et puis, histoire d'en flanquer une deuxième couche de calmant, on fait les tontons flingueurs après. Voilà. Les Sissi impératrices à Noël. Mais ça, c'est autre chose. Mais un éléphant, ça trompe. Et les tontons flingueurs, c'est vraiment... C'est le doudou. Oui. C'est quand il faut les anesthésier, tu vois. Ah oui.
Ah oui, j'aime beaucoup ce terme. Et, en fait, ce film vous a valu quand même d'être nominé au César pour la meilleure actrice dans un second rôle. Oui. Vous avez tourné avec des réalisateurs différents, donc Georges Lautner, Jean-Luc Godard. Lequel réalisateur vous a plus marqué dans tout ça? Parce que c'était quand même des... Il y a Alain Resnais, il y a Georges Lautner, enfin, c'est des sacrés réalisateurs, des personnages qui... Resnais m'a beaucoup marqué. Resnais, j'ai une anecdote sur lui qui est très révélatrice d'Alain, qui adorait les acteurs de théâtre, justement. Oui. D'ailleurs, quand même, nombre de nos vedettes actuelles qui sont vraiment... qui portent le cinéma dans des films viennent du théâtre. Bien sûr. Bien sûr. Ça, je suggère ça au petit jeune homme qui ne pas écouter son agent, surtout pas. Et, oui, j'avais fait, à 30 ans de différence, j'ai fait Stavisky et le film de Alain qui a été présenté à Cannes. J'étais très heureuse d'aller à Cannes avec lui, avec une distribution absolument inouïe. Un truc qui s'appelait Vous n'avez encore rien vu. Avec sur Anouilh, en plus, moi qui ai joué Anouilh de plusieurs fois. C'était sur 2 pièces d'Anouilh mélangées. C'était magnifique, quoi, les textes. Sur la légende d'Orphée, c'était un texte magnifique. Et je me rappelle que j'avais une scène importante. Et donc, je fais cette scène. Et Alain était caché derrière, à regarder le résultat comme ça, derrière un truc noir, comme ça, derrière sa tente, où il regardait comment s'était passée la scène. Et il dit, bon, on passe à la suivante. Pas un mot. Et bon, c'était quand même ma scène la plus importante, disons, dans ce film pluriel, comme ça. Et alors, je vais le voir et je lui dis, Alain, tu m'as rien dit, ça te convient ce qu'on a fait là? Et il me fait, mais évidemment. Quel homme. Quelle classe. C'est-à-dire qu'il considère... Je ne l'ai pas entendu donner une indication à un acteur. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il avait choisi un acteur qu'il savait être un bon acteur, qu'il avait choisi pour un rôle, il le laissait faire son travail. Voilà. Par exemple, avec Jean-Luc Godard, c'était différent? Non, n'en parlons pas, parce que c'était exécrable. Non, mais... Alors, je vais rebondir sur Le Grand Pardon en 82. Alors, il y en a eu un autre qui m'a beaucoup frappé aussi, c'est Sidney Pollack, avec lequel j'avais tourné un film américain, mais qui se passait en... Alors, Sidney, on était vraiment devenus très amis. J'ai un regret d'ailleurs parce qu'il m'avait demandé de venir, moi, lui remettre à Cannes son prix d'honneur. Son prix d'honneur. Et j'étais au théâtre, j'ai pas pu. Et je regrette parce qu'il m'avait vraiment demandé d'être présente. Ah oui, on s'aimait beaucoup. J'aimais beaucoup ce type-là. Il était formidable. Il faut pas regretter totalement. Non. Ça devait pas se faire malheureusement, mais voilà, j'ai tourné avec Sidney Pollack, c'est formidable. Mais c'était qui était un acteur, professeur d'art dramatique et tout, donc il connaissait très bien comment ça marchait. Il connaissait le métier dans tous les sens. Alors on va justement Le Grand Pardon en 82 avec Alexandre Arcadi, Roger Hanin, Bernard Giraudot, Jean-Louis Trintignant, Richard Berry, Gérard Darmon. Je ne vais pas me les faire tous là. Voilà, mais il y a plein. En 68, Une histoire extraordinaire avec Roger Vadim. En 69, Les femmes. Stanisky en 74. Je voudrais juste dire que des personnes comme Jean-Paul Belmondo avec Stanisky, Les femmes avec Brigitte Bardot, quel souvenir avez-vous de tous ces acteurs qui vous ont marqué? Voilà. Un éléphant, ça trompe, c'était très spécial parce qu'il y avait vraiment une équipe de copains avec lesquels je tournais très peu, mais il se trouve que je les connaissais. Oui. Ouais, à côté. Donc finalement, j'ai l'impression d'être avec la troupe comme ça, alors que finalement, j'avais surtout des scènes avec Jean, quoi. Mais j'ai fait aussi c'était des acteurs magnifiques qui s'amusaient, qui se prenaient pas au sérieux, qui avaient de l'humour, qui faisaient extrêmement sérieusement leur métier sans se prendre au sérieux. C'était surtout ça l'image, l'état d'esprit de ces acteurs-là, quoi. Et partager l'affiche avec Brigitte Bardot?
Aucun souvenir, sauf que j'avais pas de scène avec elle, sauf qu'on a eu une séance photo. Il y a quelques traces d'ailleurs de ces Oui, photos. il y a une photo justement avec l'affiche Les femmes. Et je me souviens d'avoir été moi-même en admiration totale devant les jambes et la silhouette de cette femme, quoi. Ah, c'était un miracle de grâce. Et pourtant, vous êtes... La manière de bouger de Bardot. Et Dieu créa la femme, voilà. C'est impressionnant, cette icône. Ah oui, oui. Mais moi, je me rappelle de ça, parce que je l'ai vu qu'une journée, quoi, une après-midi, comme ça. C'est quand même un bon souvenir. Et il y a une chose que je voulais revenir. En plus, vous défendez les droits pour les animaux, en plus. Bien sûr. Ça, c'est important. Sûr. Donc, tout ce qu'elle fait, Brigitte, par rapport aux animaux, c'est quand même... Bien sûr. Ça, c'est... Elle a donné tout pour ça. Oui. C'est, avec un petit peu d'excès, en ce sens où il y a une phrase de ce bel auteur, comment il s'appelle, mon Dieu, déjà. Voilà, un trou... auteur qui a écrit sur les animaux beaucoup, et qui a écrit « L'amour des animaux et la haine des hommes fait ensemble un épouvantable mélange ». C'est terrible, oui. Et de temps en temps, c'est la seule chose que je reproche à Brigitte Bardot, c'est que de temps en temps, on sent les animaux sont meilleurs que les hommes. Je ne suis pas sûre qu'ils soient vraiment... Voilà, il ne faut pas les monter. Les animaux sont mieux que... Voilà. Mais effectivement, elle a raison, il faut défendre... Il y a tellement de choses à faire pour les animaux. Moi qui ai écrit sur les poules... C'est pour ça. Mais notamment, le mépris qu'on a pour cet animal est absolument inouï, quoi. Inouï. Je sais que j'ai commencé à avoir l'idée d'écrire à propos des poules. Qu'est-ce que c'est qu'une poule? Que j'en élevais. Quand j'ai appris que lors de la grippe aviaire, donc il y a longtemps, la grande épidémie de la grippe aviaire, ils avaient fait en Chine des brasiers géants dans lesquels ils avaient jeté des milliers de poules vivantes. Et j'avais appris ça et je m'étais dit, mais ça aurait été un autre animal. Il y aurait eu une levée de boucliers internationale. Pour les poules, rien, on s'en fout. C'est comme si c'était rien. Tous les gens qui ont des poules ou qui élèvent des poules savent que pas du tout. C'est un animal qui a son intelligence de poule, de la mémoire. Beaucoup de mémoire. Il y a une chose qui m'avait frappé aussi. Les Anglais qui sont beaucoup plus avancés que nous sur les études comme ça des animaux avaient fait une expérience. C'est qu'ils avaient privé 2 poules de mouvements encagés, quoi. Complètement comme ça, en mesurant le degré de stress et de souffrance, donc. Et ils avaient mis une poule qui souffrait la même chose en face, et ils s'étaient aperçus que la souffrance était doublée. C'est-à-dire que l'empathie, la souffrance se multipliait de l'empathie en voyant une congénère souffrir. Alors vous imaginez la multiplication de souffrance dans un élevage en cage. Ouais. C'est terrible. Terrible. Sortir de là, vraiment. Ah oui, même pour les canards, les oies, enfin tout ça. Oui. En tout cas, Germinal, vous retrouvez Gérard Depardieu, Miou Miou, Jean Carmé, en 93. Magnifique. Je voudrais juste parler de Germinal parce que c'était... ils ont parlé justement hier ce film, les tournages, le décor. C'était inouï. Ça a été, je crois, le film le plus gigantesque depuis... c'était le film de Carnet qui était le plus gros budget au monde. Et c'était le plus gros budget du cinéma. Et c'est vrai que les décors étaient extraordinaires. On visite encore les décors. Tout à fait. À Valenciennes, là-haut. Tout à fait. C'est pour ça. On visite les décors qui sont restés. Il a reconstruit quand même les mines et tout. C'est extraordinaire. C'était un rôle important pour vous quand même. Oh, s'il était marrant. Il était marrant, c'est pour cette ça. Bourgeois, cette espèce de chatte persane comme ça. Qui n'avait aucun doute qu'elle avait le droit d'être là, voilà. Tout en décalé. Oui, tout complètement en décalé. Complètement décalé. C'était vraiment l'horreur. C'est tout à fait. Bonne femme. Mais je voulais vers ce petit Germinal parce que c'est vrai que c'est un lieu qu'on peut visiter. Oui. Et ce tournage a été vraiment une splendeur. Ah oui. Plus récemment, sur Les Chemins Noirs de Denis Imbert, après l'œuvre
l'œuvre originale de Sylvain Tesson, aux côtés de Marie-Christine Barrault et Gérard Depardieu. En 2023, Le Voyage en pyjama de Pascal Thelma. Le Chemin Noir, avec c'est pas Pierre Barrault Arditi. et Depardieu. Non, Le Chemin Noir, c'est avec Dujardin. Avec Dujardin, pardon. Avec Jean. Avec Jean. Oui, que j'ai intronisé dans mon club très privé des acteurs normaux. Voilà. Alors justement, c'était facile bon de jouer. camarade, charmant. J'allais vous dire, c'était facile de jouer avec ces acteurs-là, justement. Oui, c'était un bonheur aussi oui. de partager une affiche avec eux. Oui, super. Alors, vous aimez le cinéma, bien sûr. On va parler justement avec Marian, suivi de Robert Cinéfilm du 77e Festival de Cannes et aussi l'actualité du cinéma de mercredi. Bonjour à toutes et à tous, bonjour Frédéric. Alors le film que j'ai décidé de vous parler concernant le Festival de Cannes, car oui nous sommes en plein dedans, c'est le film Furiosa qui est en hors compétition au Festival de Cannes. Alors dans ce film on retrouve un monde en déclin avec la jeune Furiosa qui est arrachée à la Terre Verte et forcément capturée par une horde de motards dirigée par le redoutable Dementus. Alors qu'elle tente de survivre à la désolation, à Immortanjo et de retrouver le chemin de chez elle, Furiosa n'a qu'une obsession, une seule, unique, ça s'appelle la vengeance. Vous voulez en savoir plus? Retrouvez donc ce film dès demain au cinéma dans toutes vos salles obscures. Et puis, deuxième film, non pas cette fois-ci au Festival de Cannes, c'est le film Colloque de choc. Dans ce film, on retrouve donc Manon, une adolescente introvertie de 16 ans, et se voit obligée de cohabiter avec sa grand-mère, Yvonne, ex-militante féministe atteinte de la maladie d'Alzheimer. La situation se corse quand Yvonne commence à prendre Manon pour sa fille. Bon. Contre toute attente, Manon entre dans les délires d'Yvonne et rejoue le rôle de sa mère qu'elle n'a presque pas connue. C'est l'occasion pour elle de découvrir la véritable histoire des femmes de sa famille et d'apprendre à son tour à en devenir une. Retrouvez également ce film dès demain au cinéma. Allez, sur ce, moi je vous fais des bisouilles et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles sorties ciné à découvrir. Suivi de Robert Cinéfilm, justement, qui était à Cannes dernièrement. Bonjour Frédéric, bonjour Annie, et bravo pour toute votre carrière, qu'elle soit théâtrale, qu'elle soit au cinéma, et merci pour ce que vous faites pour le cinéma français. Alors aujourd'hui, je vais surtout vous parler du 77e Festival de Cannes, qui a commencé déjà depuis une semaine. Nous avons aujourd'hui les 3 films en compétition officielle, ceux qui sont principaux, qui sont, le premier c'est un hommage à Marcello Mastroianni qui s'appelle Marcello Mio, avec Caria Mastroianni, Catherine Deneuve et Fabrice Lucchini. Ensuite, nous avons le film Maria, qui est un biopic sur Maria Schneider, dont qu'elle a fait le tournage de Dernier Tango à Paris, qui a voilà. Nous avons aussi le retour de Daniel Auteuil dans le film Le Fil, où il est réalisateur et acteur. Donc 3 gros films encore aujourd'hui. Gros festival de Cannes, cru exceptionnel, avec des films qui seront sur la croisette, enfin qui seront sur le palmarès, Mégalopolis, etc. Mais vous aurez le film aussi de David Cronenberg, Les Linceuls. Vous avez tous les détails, si vous voulez, sur ma page Robert Cinéphile Facebook. Merci et vive le Festival de Cannes. Merci Marian, merci Robert Cinéfilm. Eh bien écoute, c'est un bonheur de les entendre. Ils sont sur ce festival. Quel bon souvenir vous lie avec le festival justement, Annie? Oh, ma jeunesse, je crois que c'était l'année dernière. Ils ont fêté les, je sais plus, c'était les 60 ans, je sais pas quoi. Je me suis vue tout à coup à 21 ans, avec une affiche de 8 mètres sur 4 devant un hôtel. Ils avaient mis ça, je te la montrerai tout à l'heure, tu vas voir. J'ai dit, ah mais qu'est-ce qu'il leur a pris tout à coup, une espèce de... Annie Dupéré, 21 ans sur la plage, etc., en bikini, évidemment, quand à l'époque, comme ça, avec tas de photographes autour. Non, le souvenir que j'ai de Cannes, moi, c'est avant. Oui. C'est-à-dire qu'on pouvait d'une plage à l'autre se héler, aller voir un réalisateur, on traversait la rue pour aller au Carlton, puis après là, et puis c'était extrêmement bon enfant, sympathique. Là, la dernière fois que j'y étais, t'as un garde du corps pour t'accompagner à ta chambre. Ah oui, Mais c'est... Oui.
Même pour traverser juste. Oui, non, c'est plus un plaisir là. C'est plus un plaisir. Non. Ce qui vous plaisait en fait à l'époque était beaucoup plus convivial. Ma fille, elle va bosser là. Elle est partie à Cannes là aujourd'hui pour le film de Larieux, je crois. Elle va. Bon, en plus, comme elle tourne beaucoup, elle en ce moment, donc elle est. Mais c'est vraiment, c'est plus l'espèce de semi-vacances plaisir comme ça. Non. Et puis alors, il y a une chose qui a changé. Il y a une chose qui a changé, c'est l'avidité du public, des gens. À dire, regardez comme ça, qu'est-ce qui est connu, mais il n'y avait pas ça avant. Ça a beaucoup changé. C'était très curieux. Il y a un truc de temps de crise. On va voir les nantis, ceux qui ont de la chance, les vedettes, et il y a un côté savoir leur parcours, un côté fin comme ça de ce qui, ça me, c'est plus ce festival que vous avez connu, Annie. Non. Alors par contre, moi justement, comme vous avez déjà touché la palme? Non. Jamais. Mais moi, comme je sais que vous buvez du thé, je me suis permis de vous offrir la tasse avec la palme. Une petite palme, mais je vais la prendre. Je me permets de vous... Voilà, la petite palme. Ma petite palme. Voilà, une petite palme. Et comme je sais que vous aimez le thé, je vous offre la boîte de thé qui est un autre sponsor. Merci beaucoup. Super. C'était un petit cadeau, ça c'est le petit cadeau avec la palme. Bon, allez, merci. Merci d'être venu. Je rends l'antenne à vous les studios. Cognac G. Ça me rappelle des souvenirs, vous aussi. Un autre aspect de votre riche carrière, vous avez participé à de nombreux téléfilms, des séries pour la télévision. En 88, Château au soleil. Écoutez, je ne fais pas beaucoup de différence entre cinéma et télévision. D'accord. C'est le même travail. Parce qu'il y a des gens qui font vraiment... D'accord. C'est important. C'est obsolète. C'est obsolète. C'est obsolète puisque quand vous êtes inscrite au César et que vous recevez je ne sais plus combien de films de l'année dont la plupart vous n'en avez pas entendu parler, à mon avis, on dit que ce sont des films cinéma pour faire chic. En fait, ce sont des films coproduits par la télévision qui sont destinés à passer à la télévision. Donc, ce sont des télés déguisées, quelque part. Oui. Mais ça fait plus chic. Mais ça fait plus chic. C'est certains acteurs ou actrices. Ça fait encore plus chic d'être au cinéma. Voilà. Mais non, moi, c'est tout à fait le même métier, la même manière d'être avec la caméra. Peut-être un peu moins en kikinant à la télévision parce qu'on va plus vite. Oui, parce que c'est 20 on attend moins. On attend moins, c'est 21 jours de tournage. On est plus sur le rythme d'une chose. Oui. Et puis j'ai eu beaucoup de chance, en ce sens que quand on a arrêté Les Familles Formidables, il y a combien 5 ans, je ne sais plus. Quand on a arrêté Les Familles Formidables, j'ai eu peur qu'on me cantonne dans les grandes sympas. Voilà, dans le rôle de la famille, puisque j'avais quand même marqué avec Catherine. Cette série avait beaucoup marqué l'époque et marqué les gens pendant 25 ans. 25 ans, ça marque. Et il y a un amour du public pour cette série, vraiment. Les gens vous aiment. Et tout de suite après, moi qui adore faire des choses très différentes, on m'a proposé, je crois que la première proposition que j'ai eue après, c'était la mère du tueur, dans un truc qui s'appelait Le Tueur du Lac, un personnage effrayant. Oui. Je me suis foutu les boules à moi-même, tellement j'étais atroce. Après, j'ai eu droit à une psychopathe dans Petit Ange. En fait, c'est ce que j'allais... Dans Petit Ange, vous avez aussi Mort d'un berger en 2023. Mort d'un berger était formidable. 2 thrillers, 2 drames, du rôle... C'est très difficile. Oui, ça a été très difficile à tourner pour vous? Mort d'un berger, c'était pas facile. Hein. Pas facile. Le rôle était très très difficile parce que c'était elle était définie comme une paysanne très dure, désespérée, qui ne montre pas ses sentiments, mais si on les voit pas, on s'emmerde. Donc, allez donc essayer de montrer des sentiments tout en les montrant pas. Oui. C'est pas facile. Ça, le challenge était Mais ce qui est énorme, c'est que vous arrivez, Annie, vous avez ce côté dramatique et à la fois, vous avez le nez de clown à la fois. Ça, c'est formidable. Oui. C'est ce que vous avez fait aussi dans Une famille formidable. C'est ça. Vous avez reçu 2 sets d'or, 3 sets d'or, parce qu'il y a le premier, c'était exactement dans Château au soleil. Après, vous avez tourné dans Château au soleil. Vous avez reçu justement meilleure comédienne de fiction. Les 7 avec d'or. Jean-Pierre Marielle. Tout à fait. Mon Dieu. Jean-Pierre Marielle, il y avait Edwige Feuillère. C'était voilà. Kim Berlin aussi, Sandrine. Il y avait Jérôme Angers,
qui est Il y déjà avait venu. Sandrine dedans. Oui, et il y avait Jérôme Anger que je salue parce que qui est déjà venu dans mon émission avec grand plaisir de le réinviter. La famille formidable. Alors ça, c'est une famille. Comme en fait, alors il y a de passer du tragique au comique, comme j'expliquais, du nez de clown en fait. Cette aventure. Bon, je l'ai beaucoup raconté. Hein, voilà. Mais, je finissais d'écrire Le Voile Noir. Et j'avais demandé à mon agent je pleurais énormément. J'avais fait vraiment remonter tout ce que j'avais occulté pendant des années comme ça sur la mort des parents. Et j'avais demandé à mon agent de me trouver une comédie pour me tirer de là. Et elle, au mois d'août, elle m'a appelé en me disant « Écoute, tu voulais une comédie, on t'en propose 3. 3 fois 1h30. Oh !» J'ai dit « Il faudra bien ça. » Et là, elle m'a dit « Ça commence tout de suite. » Ah, j'ai dit non, parce que je rends mon bouquin, Le Voile Noir. Je suis dans le plus dur, je suis dans la fin, la conclusion. Je rends mon livre le 15 septembre. T'as de la chance, ça commence le 16. Et puis après, cette extraordinaire chose on s'est rencontrés avec Joël Santoni, qui m'a expliqué très sérieusement qu'il n'avait jamais rien fait de drôle de sa vie. Donc je ris, je lui dis ce que je suis en train d'écrire. On découvre qu'on est orphelins de père et de mère, tous les deux au même âge. Là, il y a un lien, il y a quelque chose, un message. Là, oui, je crois qu'on a levé les yeux tous les deux en disant trop bien organisé. Trop bien organisé, là. Et donc, on est parti sur ces bases-là, en fait. Et on a découvert, c'est vrai, assez vite que on pouvait passer très vite du tragique au nez de clown. Ouais. Et ce qui n'est pas donné à tout le monde, là, pour le coup, je le dis. C'est vrai que c'est pas donné à tout le monde de pouvoir marier des styles comme ça. Et nous, on a fait ça toute notre vie, en fait. On a donné le change en ayant, au fond, vraiment une tragédie. Donc, on pouvait passer de l'un à l'autre assez vite, comme ça. Et en plus, vous jouez avec votre fils, Gaël, votre fils qui devient le gendre dans la fiction. Oui. Alors ça, c'est beau de jouer avec votre fils. C'était pas prévu, hein, c'était impromptu. Parce qu'il y a un jeune acteur qui était très doué, formidable d'ailleurs, mais qui avait peut-être la chance de faire un film. Voilà. Il s'est dit quand même. Attends, téléfilm, ça va. Il l'a pas eu finalement, le pauvre. Mais finalement, on s'est trouvé avec un rôle, justement, l'épisode où il avait quand même un rôle principal. Il nous fait faux bon. Oh, et c'est Joël qui a dit, au fait, et si, puisque Gaël est devenu comédien depuis peu. Pourquoi on ne prend pas ton fils? J'ai dit, bon, il joue mon gendre, ça va. C'est bien. C'est pas fils, ça va. Ça va. Êtes-vous prête pour une nouvelle saison dans le même esprit de famille? Oh non, pas de famille. Non. Bah non, la famille, elle est faite. Ça va. Non, mais j'adore avoir, effectivement, si on veut bien continuer à me proposer des rôles très, très différents comme ça, des psychopathes. Eh bien oui, parce qu'avec Mort d'un berger et puis Petit Ange, Petit Ange, elle était extraordinaire. C'est extraordinaire, oui. C'était en 2022, génial, voilà. Et 2023, Mort d'un berger. Avec le même super metteur en scène. En tout cas, vous êtes une sportive. Vous êtes, oui, vous êtes une sportive quand même, parce que le Gala de l'Union en 76, alors ça, c'est le numéro à 15 mètres du sol. Ah oui, c'est pas du sport. C'est pas du sport, mais quand même, c'est quand même quelque chose. Parce que le sport, ça m'enquiquine. S'il n'y a pas un projo, j'ai mal partout. Mais là, je voudrais justement rebondir sur ça parce que vous étiez à 15 mètres du sol sans filer, un exploit. C'est un souvenir mémorable. J'ai fait 3 fois de suite. 3 fois de suite, effectivement. Et à l'époque, nous n'avions aucune sécurité. Ni attache, ni rien. Rien. Et je crois que le pire qu'on a fait, c'était avec Francis Perrin, mon partenaire actuel au théâtre. On a fait un truc que je n'ai jamais revu dans aucun spectacle. Et les trapézistes eux-mêmes nous disaient ce que vous faites là, la figure là, nous on peut pas le faire. On le fait pas parce qu'en spectacle régulier, un jour ou l'autre ça lâche. Et la femme, c'est la tête la première au sol sans aucun rattrapage possible.
En tout cas, c'était des bons souvenirs, Donc, le Gala voilà. de l'Union. Oui, C'est des très bons souvenirs. Après, un autre domaine, Mask Singer, costume de Phénix, une autre J'ai performance. adoré. Ça, je sais que vous avez, alors comme disent les kiffé, voilà. Adoré. Vous avez aimé ce défi de danser, chanter. Pas Enfin, danser, parce qu'avec de- les deux Ah, grandes ça a ailes été- que j'avais, voilà. il n'y avait pas intérêt. c'était hein. il y avait J'étais- les ailes qui, ça a été quelque chose. Alors, vous êtes très sensible en fait à l'envers du décor. Oui. Je oui. vais le partager avec vous parce que pour moi c'est important parce qu'on voit une image, on voit une télé, on voit une réalisation, mais derrière le maquillage, toutes ces petites mains. Ce que j'ai dit toujours, parce qu'il y a beaucoup de gens après qui m'ont dit « Ah, t'as fait cette espèce d'émission pour TF1, côté comme ça. » J'ai dit « Non, non, attendez, je n'ai jamais vu autant d'artisans du spectacle engagés. Et il faut Jamais les vu. remercier ces gens-là. C'est extraordinaire. Il n'y a jamais vu autant de costumiers, couturiers, habilleurs, le décor, les peintres. Enfin, c'était inouï. Le fric qui est dépensé pour ce que j'appelle l'artisanat du spectacle, Tout à fait. où il y a peu d'occasions d'avoir tant de gens. 12 danseurs tout le temps, avec chaque fois un costume différent. C'est ça. Mais moi, je leur rends hommage. Bravo, monsieur le producteur de cette émission. C'est génial de faire travailler les gens comme ça. Voilà, en tout cas, ça a été comment dire, un beau projet que vous avez réalisé. Oui. C'est aussi un hommage un peu, je pense. C'est différent, mais ça rejoint le spectacle de cabaret Michou que je voulais justement. Oui. Chez Michou, rue des Martyrs dans le 18e. Michou qui nous a quittés le 26 janvier 2020. Et il y a aussi l'Artichaut dans le 11e. Vous aimez ce côté spectacle? J'ai toujours paillettes? aimé. Vous avez toujours aimé? Toujours. Moi, quand je jouais au théâtre de la ville, Shakespeare et Giraudoux, tous les soirs, j'étais à l'Alcazar avec Jean-Marie Rivière. Oui. Et je faisais l'after avec les gars. Qu'est-ce que vous voulez? Je sais pas, j'ai toujours aimé ça. Et puis après, j'ai vu quand même les débuts de Jean-Claude Dreyfus à la Grande Eugène. Oui. J'ai toujours eu une complicité particulière comme ça avec ce qu'on appelle les travestis, Oui. qu'ils soient transformistes, peut-être parce que j'étais travesti moi-même. Vous me parlez de Jean-Marie Rivière, puisqu'il avait le Café des Arts à Saint-Tropez, c'est toute une époque. Qu'est-ce qui vous a marqué le plus de Jean-Marie Rivière? Parce que ça a été un personnage. C'est un personnage. Incroyable. D'une gentillesse. Mais l'Alcazar, c'était fou. C'était fou. Ce spectacle était complètement fou. Entre les comiques, les machins, Pareil, toutes les petites mains. Les petites mains aussi, et puis les danseurs. Moi, c'est un copain danseur, parce que je faisais beaucoup de danse à l'époque. C'était un copain danseur qui m'avait dit « Tiens, je t'emmène où je travaille le soir. » Alors, dès que j'ai découvert ça, j'y étais tous les soirs. Eh oui. J'avais même, on me demandait plus rien. Je passais directement, on me disait salut. C'est un petit clin d'œil à Jean-Marie Rivière. Et vous avez justement, j'aime bien parce que justement, Viens Poupoule en 2020. Oui. Voilà. Et bien là, c'est pareil. Alors ça, c'est pas mort, hein, parce que ça, je Viens Poupoule, on l'a mis au point avec mon camarade, ma partenaire Charlène Duval. Oui. On l'a mis au point. Maintenant, on a écrit des textes pour un peu dire aux gens qu'est-ce que c'était que le café-concert. On a gardé notre texte de Proust merveilleux, qui éloge de la mauvaise musique. Parce qu'on a monté ce Viens Poupoule pour effectivement les journées Marcel Proust, très sérieuses. Et on avait fait un concert se basant sur ce texte de Proust, éloge de la mauvaise musique des cafés-concerts. Et puis maintenant, on a un véritable spectacle que j'espère bien que nous allons vraiment reprendre un de ces jours. J'espère en tout cas, ça va venir, ça va venir. Allez, Annie, vous êtes aussi auteure de plus de 15 romans édités par les éditions Ramsay et éditions du Seuil surtout. Les plus marquants, Le Voile Noir, Les Rêves d'une mère. Le dernier, c'est Le Tour des arènes aux éditions Seuil. Oui, mon dernier roman, celui-là. Dernier roman. Un roman qui ne peut pas faire de mal. Non. Non, il est positif. Il est très positif, du début jusqu'à la fin. C'est marrant parce que justement à la page 219, ça ne te regarde pas, mais occupe-toi de ta vie et tu as à faire, s'il me semble, autre chose. Enfin, allez, bref. J'ai adoré écrire ce livre parce qu'en fait, je suis partie sur un thème, sur une histoire tout à fait inventée, comme ça. De Solange qui est mal dans sa vie. Qui est une femme qui va mal dans sa vie. Et le thème, c'est vraiment l'inconscient, le hasard et l'instinct. Et bon, c'est ce qui m'a mené dans ma vie, moi. Oui.
Donc, je suis partie sur ce thème-là, sur un petit personnage, effectivement, qui est vraiment bien parti pour foutre sa vie en l'air et qui va tout à coup partir dans un voyage organisé. C'était un beau symbole, en plus, un voyage organisé auquel elle ne veut pas aller, qu'elle quitte. Et elle fait que des bêtises, et toutes les bêtises qu'il faut pour l'amener à rencontrer la personne qui va résoudre le problème de sa vie. Ouais. Et bon, mais dès le début, de toute façon, quand on lit ce livre, on est tout de suite vraiment pris par les. Alors j'ai un rêve, mais personne n'a l'air de le suivre, ce rêve. J'ai le rêve que quelqu'un à la télévision se dise un jour, putain, qu'est-ce que ça ferait un bon film. Eh ben, je vous le souhaite. Et de jouer la clocharde. Je vous le souhaite, Annie. Voilà, ça, encore un rôle surprenant. Un rôle surprenant. La femme en noir. La femme en noir, exact. Oui. Ah non, mais alors, écrire, c'est consolateur pour vous. C'est aussi libérateur à la fois. Je sais pas. C'est pas. J'ai pas le. Comment dire. Par exemple, il y a un mot que j'ignore, c'est l'inspiration. Je sais pas ce que ça veut dire. Ah oui. Je sais pas ce que ça veut dire. Vous avez une idée, mais vous n'êtes pas inspiré. Non, c'est-à-dire que je gratte. je dis. C'est-à-dire que, par exemple, il m'est arrivé quelquefois d'avoir ce qu'on appelle, je suppose, l'inspiration. Le soir, oui, on se met à écrire. Je fous tout à la poubelle le lendemain, c'est épouvantable. Non, alors là, jamais la nuit, jamais. Le matin, l'esprit clair et net. Et en fait, là, ce à quoi je ressemble le plus quand j'écris, c'est à mes poules. Je me mets sur le nid et je ponds. J'adore. Je ponds et assez laborieusement. C'est-à-dire, je n'ai pas... quand il y a des auteurs qui disent parfois, mais ça me grise d'écrire, je suis dans un état. Ben moi, je ne suis pas dans un état, je gratte, je ponds. Quoi. Vous êtes dans votre jardin, vous vous mettez dans un endroit. Oui, ou un bureau le matin, voilà. Et effectivement, c'est pas, je ne connais pas l'ivresse de... Non. Et par contre, je ne peux démarrer l'écriture que quand j'ai un sujet où tout à coup, je vois qu'il y a un livre. Je vois qu'il y a un livre au bout. Et là, ça commence à se construire comme ça. Alors, il y a une chose que je ne connais pas non plus, c'est les gens qui disent « Ah, moi, j'écris tous les jours, tous les matins, j'écris ça. » Mais t'écris quoi ? Oui. Si t'as rien à dire, t'écris quoi ? Je suis estomaqué. C'est important d'écrire. Mais est-ce que après chacun dose son écriture ? Écoute, je sais pas. Moi, j'écris que quand je vois qu'il y a un livre, c'est-à-dire il y a quelque chose à dire dedans. Il y a une suite. Voilà, il y a quelque chose. Il y a une image qui arrive et qui nous dit voilà. C'est constructif. Il y a un sujet. Oui. Alors, faisons sujet, verbe et complément. Les nouveautés littéraires avec Evelyne Dress. Voilà, Evelyne Dress qui sera au mois de juin dans mon émission. Vous connaissez Evelyne et vous ? Oui, bien sûr. Je veux peindre et aimer des éditions Glips. Magnifique. Franchement, j'aime beaucoup justement. C'est une belle aventure pour cette peintre et aussi à aimer. Je revois aussi bientôt dans une émission donc Véronique Salman. Nous allons l'écouter. Je me libère du passé des éditions Dauphin. Écoutons Véronique et tout de suite après un autre écrivain. Bonsoir à vous tous, c'est un grand honneur de vous rejoindre dans votre émission. Frédéric, je vous en remercie. Alors, vous m'avez demandé de vous expliquer la raison de la publication de mon livre sur les erreurs répétitives. Moi, je pourrais évoquer l'idée que ce sont mes patients qui me l'ont inspiré, parce que quand ils me consultent, ils racontent ce dont ils souffrent dans le présent, mais moi j'entends que ça ressemble à s'y méprendre à ce dont ils ont déjà parlé à propos de leur enfance, comme s'il s'agissait d'un piège dans lequel ils retombent toute leur vie, mais dont ils ne se rendent pas compte eux-mêmes, ils ne se rendent pas compte de la similitude des situations. C'est moi qui en fais l'analogie. Je vous donne 2 exemples qui sont sortis de mon livre parmi, je crois, 40 cas que je cite. D'abord, il y a Jean. Il s'étonne de sa séparation conjugale et je raconte que sa femme a eu beau lui expliquer qu'il était trop distant, trop peu présent dans la vie de sa famille. Il n'entendait rien du tout. Pourquoi ? Parce qu'il avait intégré la distance que sa mère avait instaurée. Il était devenu distant comme elle, sans s'en rendre compte. Or, c'est quand même absurde de reproduire ce dont nous avons souffert. Tout ça parce qu'on a normalisé une situation répétitive de souffrance
pour précisément ne plus en souffrir. La normalisation, ça sert à ça. Autre exemple, celui d'Eugénie, qui cherche l'amour et qui n'est attirée que par des jeunes hommes très peu bienveillants. Pourquoi? Parce qu'elle a normalisé qu'un homme se comporte ainsi, comme son père, et qu'une fois devenue adulte, elle va réussir à réparer des jeunes hommes qui ressemblent à son père, mais qui pourraient être éventuellement réformables. Ben non seulement ça ne marche pas, mais c'est double peine parce qu'elle a vécu avec un père maltraitant et qu'elle s'inflige la fréquentation de ces jeunes hommes qui sont du même profil. Donc vous voyez, ce sont là les répétitions toxiques. Alors, dans cette approche des schémas répétitifs, j'en ai fait un concept qui s'appelle la trilogie inconsciente, souffrance, normalisation, donc reproduction. Et pour l'éviter, j'ai imaginé 18 solutions pour aller vers des relations plus saines avec, je dirais, nos parents, nos enfants, nos amis, nos conjoints, nos patrons, nos voisins, que sais-je, tout le monde. C'est vraiment un enjeu relationnel très fort, cette histoire. Et une fois qu'on a compris le principe, qu'on a décodé le problème, eh bien, on trouve la trilogie inconsciente qui nous concerne et la reproduction s'arrête. Et là, eh ben, on se libère du passé. 1, 2, 1, 2. Ah, pardon, excusez-moi. C'est ça le direct. Véronique Salman. Merci, Véronique. Je me libère du passé des éditions Dauphin. Ça peut aider et ça aide. Un livre qui va m'intéresser. Et ça va t'intéresser. Avec grand plaisir, justement, Annie. Alors, on continue avec Rodolphe d'Anjou. Séville d'où l'on vient, des éditions Robert Laffont. Écoutons Rodolphe. Pareil, j'aime beaucoup Rodolphe. Son écriture... c'est fluide et on comprend tout de suite. Là, nous avons encore l'image de Véronique Salman, mais juste après, nous allons avoir... C'est bien quand on comprend. Voilà. Quand quelqu'un écrit qu'on comprend. Rodolphe d'Anjou, écoutons. Bonsoir Frédéric, bonsoir Annie Dupéret. Merci de me recevoir pour parler de Séville d'où l'on vient, mon roman paru il y a quelques mois maintenant aux éditions Robert Laffont. Il s'agit de suivre, dans un premier temps, Adrien, qui, pour se reconstruire, va faire le choix de sa ville natale, un petit village, une petite ville, au creux de la Normandie. Et puis, rapidement, l'homme va s'apercevoir que tout n'est pas si simple, qu'il va falloir apprendre à apprivoiser les habitants de cette ville. Évidemment, personne n'attendait cet Adrien qui réintègre une maison familiale, qui a bien du mal à se faire à nouveau des amis, à trouver des clients, et qui régulièrement est submergé par le poids des souvenirs, le poids de son passé. Heureusement, il va faire une rencontre merveilleuse. C'est d'abord une femme, Romy, qui est elle-même la compagne de Paul. Ils sont tous les deux antiquaires et ils vont, main dans la main avec Adrien, l'emmener sur différents chemins, lui réapprendre à tisser du lien social, lui réapprendre à aimer et surtout lui montrer que cette Normandie n'est pas si endormie qu'il y paraît. Voilà, je ne veux pas déflorer plus que cela l'intrigue et je crois la belle histoire de ce roman qui est avant tout une histoire de rencontre, d'amitié, d'amour et puis une histoire qui rend hommage, je crois, à nos beaux petits villages de Normandie. Passez une très belle soirée, merci de m'avoir écouté et à bientôt. À bientôt Rodolphe, merci Rodolphe d'Anjou. Ah mais on rentre dans l'histoire avec Rodolphe. Oui. Et encore un Normand, tu te rends compte? Oui, voilà. Oui. J'aime bien les romans quand on tire le fil comme ça. Ouais. J'aime pas qu'on me mette des bâtons dans les roues. C'est-à-dire, les romans où il y a ça, puis on parle d'autres. Ben attends, qui c'est? Mais là, pourquoi il dit ça? Maintenant, on comprendra plus tard parce qu'on te met. Alors ça, je déteste. Je veux que ce soit facile. Il faut que ça soit facile. Alors justement, il y a une autre personne, Carole. Un tapis rouge. Justement, Carole Duplay-Roussy, présidente de la Société des auteurs normands donc de Normandie SADN, à nos rêves perdus, édition Terre de France. Carole, magnifique aussi. Elle a écrit un roman, justement une intrigue dans les gorges du Tarn. Elle évoque la jeunesse justement de deux personnes en revenant de Oran à la fin de la guerre d'Algérie. C'est poignant, mais on sait de quoi elle parle. Et en tout cas, venez la découvrir, Carole Duplay-Roussy. Merci beaucoup. Allez, on rappelle justement le tour des arènes aux éditions du Seuil avec Annie Dupéret est toujours disponible, bien sûr. Le Voile Noir, Les Rêves de ma mère. C'est une littérature qui se lit facilement quand même.
Oui. C'est des messages. Je veux être facile à lire. Voilà. Puisque j'aime bien les auteurs qui sont faciles à lire. Donc vous transmettez justement cette facilité. Oui. Ça m'a frappé. Vous savez, j'ai eu la chance dans ma vie d'être ami avec Romain Gary. Oui. Qui m'avait pris comme une espèce de petite sœur, ou je sais pas quoi. C'était un homme très, très, très séducteur et tout, et qui n'a jamais rien tenté avec moi. Et on passait des nuits folles chez les Russes, partout au cirque, qu'il aimait beaucoup, tout ça et tout. Il avait lu mon premier roman, et en premier, voilà, il l'avait lu, etc. Et j'avais été frappée après de découvrir, j'ai découvert après l'avoir connu, que il avait dit qu'au début, on lui refusait ses textes. Et il écrivait un truc formidable, et je n'avais pas encore compris que quelqu'un rentre dans un texte comme dans une maison inconnue, et qu'il faut lui montrer où est la clé, où est-ce qu'on monte l'étage, lui allumer la lumière, lui montrer que là c'est la chambre, et faire qu'il soit chez lui tout de suite. Et j'avais trouvé cette image formidable. Entrer dans un livre comme dans une maison qu'on ne connaît pas, mais attention, faut vous mettre le tapis rouge, quoi. Voilà. Faut attention vraiment à la première marche. Voilà, pas vous mettre des bâtons dans les roues, parce que vous ne trompez pas de code. Et bien justement, on va rebondir. Comment on rentre dans une maison? Votre actualité, vous enchaînez au Théâtre de Paris. Ça s'appelle le Duplex. Eh ben oui. Alors ça, c'est une nouvelle comédie de Didier Caron jusqu'au 30 juin, mais avec une prolongation, si je ne m'abuse. Avec plusieurs prolongations. Avec plusieurs jeux, à mon avis, c'est comme à Roland-Garros, à mon avis, il y a des balles de match. Là, pour l'instant, 30 juin 2024, avec Francis Perrin, Pascal Légitimus et Corinne Touzé. Alors, avant de commencer, j'ai petite pépite pour vous ce soir. Pépite. Nous allons écouter un petit message. C'est la deuxième surprise. Voilà, une belle surprise. Bonjour, bonjour à tous et bonjour à toutes. Bonjour, monsieur Frédéric. Et surtout, bonjour, madame Annie Dupéret. Ou on dit mademoiselle peut-être, je ne sais plus ce qu'on dit, madame, mademoiselle, comme dans la pièce, que j'ai vue d'ailleurs. Je suis un fervent admirateur des 4 comédiens qui sévissent sur scène, et vraiment j'ai apprécié, j'ai beaucoup rigolé. C'est une pièce qui a du sens, c'est une comédie de mœurs, un petit peu de boulevard par-ci par-là, on rigole beaucoup. Il y a beaucoup d'émotions. C'est une très très belle pièce. Vraiment, il y avait 1000 personnes dans ce théâtre, de 1000 personnes. Et vraiment, j'ai beaucoup apprécié. Mais par contre, à un moment donné, avec monsieur Légitimus, que j'apprécie beaucoup d'ailleurs, vous avez une scène un peu haute. Je dirais très très haute. H-O-T. Limite. Hein. Alors, je me suis fait la réflexion de me dire, est-ce que c'est une pièce finalement? On m'avait dit que c'était pour tout public. Pour tout public. Mais là, quand j'ai vu cette scène haute, je me suis dit, est-ce que c'est pas interdit au moins de 24 ans? Au moins 24 ans. Alors, est-ce qu'il est possible? Est-ce que vous pensez peut-être, j'aimerais avoir votre avis, que ce spectacle, on peut emmener les enfants de 12 à 99 ans? Voilà. C'était juste une petite question comme ça. En tout cas, bravo. Et merci à monsieur Frédéric de m'avoir permis de vous parler presque en direct live. À bientôt. Merci Pascal, merci beaucoup. Il est trop mignon, trop mignon. Ça, c'est alors, il paraît que c'est hot. Oui, parce que c'est marrant. Notre metteur en scène, j'avais cette espèce de scène de séduction comme ça. Et Didier Caron me disait, alors j'aimerais que tu sois très doucereuse avec lui, très séduction. J'ai dit, moi je sais pas faire ça. Je sais pas faire ça, mais en fille des années 70, je sais bien attaquer. Alors, j'ai fait ça dans ma vie, donc moi je vais l'attaquer carrément. Et puis donc c'est drôle. Alors Pascal était partant comme tout, au contraire, il m'encourageait, il me dit vas-y. Et c'est vrai que quand je le plaque contre le mur quasiment en grand écart, là je crois que les gens on peut pas les arrêter de rire là, c'est drôle. Ah oui. C'est marrant, c'est des trucs inventés quoi. Alors cette pièce, c'est vrai qu'elle m'est tombée dessus. Tout à fait impromptu comme ça, et c'est vrai que c'est le genre de pièce que j'ai jamais joué en fait. Quand il dit pas boulevard, si, c'est quand même boulevard, c'est un style. Alors j'ai fait de la comédie, beaucoup de comédie, mais si tu veux, de ce genre de théâtre là, de comédie. Voilà, alors je me suis dit, je l'ai accepté en disant voilà, je suis consciente, c'est un truc que j'ai pas fait, mais je vais le faire.
Et j'aurai de bons professeurs, notamment avec Pascal et Francis. Voilà, Francis Perrin. Et parce que c'est très spécial. Par exemple, dans certaines scènes, moi, j'avais envie de mettre du rythme, de tac, 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 que ça parte comme ça. Et on peut pas parce que les gens rient. Alors il faut placer doser. les choses tout en ne les mécanisant pas. Alors, comme on a une équipe qui a une entente absolument formidable, qui met en pratique ce que j'ai toujours appris, fait que ton partenaire soit le meilleur possible. Tout à fait. Donc, on est généreux, on est vraiment chaleureux, on s'aime beaucoup. Donc, tous les soirs, on se fait vraiment, c'est comme une mécanique. On se dit, attention, là, peut-être tu as un geste de trop, parce que si tu fais ce geste-là, on n'écoute pas l'autre pendant ce temps-là. Si tu prends un tout petit temps de plus, peut-être ça sera plus efficace. C'est extraordinaire. C'est comme une horlogerie comme ça. Et effectivement, il y a surtout une belle entente entre nous. Et, Francis Perrin, voilà. c'est un amour. Pascal Légitimus aussi, Corinne Touzé. Voilà. Alors, en fait, on va dire, le couple Berger au 6e étage s'entend bien avec la famille Tissandier du 5e. Afin de créer un joli duplex, mais les Tissandier ne veulent pas déménager, donc les Berger utilisent des grands moyens. Oui. Ils essayent de les faire divorcer, de les faire se monter l'un contre l'autre pour récupérer l'appartement, pour faire un duplex. Voilà. Et puis, il y a une grosse surprise à la fin, effectivement. Ah, mais il faut aller la voir, la surprise. Oui, il faut aller la voir. Je ne vais pas la dire, mais oui. c'est très habilement écrit. C'est vrai que c'est une comédie de mœurs assez cruelle, finalement, dans le fond. Oui. Comme ça, sur les rapports de voisinage. Alors, qui est tout à fait, parce que c'est pas toujours simple entre voisins. Oui, et elle a surtout peut-être à d'actualité, mais même avant, voilà. Mais en fait, entre voisins, à la date d'aujourd'hui... Là, c'est assez jubilatoire. Oui. C'est à la fois réel. Oui. Et en même temps, complètement. Et puis surtout, alors, il y a une chose, je crois que les gens sentent qu'on s'entend bien. Et oui, dans une pièce de théâtre, c'est important. Ah, c'est important. Et puis, je crois qu'ils nous ont tous aimés pour nos œuvres antérieures. Les Inconnus, n'en parlons pas. Ça a été... C'est un succès extraordinaire. Les Familles formidables aussi. Mongeville et tout ce qu'a fait Francis au théâtre, c'est formidable. Corinne a un nombre de fans formidables pour ces télés qu'elle a fait, pour son personnage et tout. Et c'est une femme qui produit ses spectacles, qui a marqué le grand public, même Francis, enfin les Mongeville, tout ça, oui. Vous avez marqué. Et vous êtes rentré dans l'intimité des gens. Je crois que les gens se disent, mais qu'est-ce que ça va donner ensemble tout ça ? Et oui. C'est assez. Il y a tout notre passé derrière comme ça qui apporte en fait à la pièce. C'est pas pour réduire la qualité de la pièce, mais en fait ça ajoute. Ça donne de la chair. De la chair. Voilà. En tout cas, le duplex, allez le voir. C'est jusqu'au 30 juin 2024 et après, ça reprend. Donc, on va reprendre à la rentrée. Prolongation. Alors, je le cite, tiens. Viens Poupoule, le fameux Viens Poupoule, que nous verrons dans un théâtre un jour, j'en suis sûr, à Paris. Viens Poupoule va faire le festival de Houlgat. Ah. Voilà. Nous allons faire le festival de Houlgat. Alors, soit on fait l'ouverture, soit on fait la fermeture du festival de Houlgat début septembre. C'est début septembre, voilà. En même temps que le festival de Deauville, justement. Voilà. Je viendrai te voir, Annie. Voilà. Ça sera avec grand plaisir. Et on reprend le duplex tout de suite après, le 12 à Paris. Je me précipite à Paris pour répéter un peu quand même. Vous enchaînez. Et on enchaîne jusqu'à janvier, quoi. Voilà. Parce qu'au mois de juin, il y a le festival du film romantique de Cabourg. Et puis à Houlgat au mois de septembre, en même temps que Deauville. Voilà. Alors, c'est plein de festivals, c'est une belle rentrée. Alors que ce soit littéraire, théâtral, cinéma. Allez, alors là, je suis très heureux. Vous m'annoncez une belle nouvelle. Si on va au duplex, on va voir justement une belle équipe, mais on va voir aussi à partir du 19 mai, donc comme je disais, l'exposition de vos photos dans le couloir du théâtre. Alors, c'est rendre hommage à vos amis comédiens. Oui, bien sûr. Entre Francis Perrin, que vous avez photographié, il y a Isabelle Adjani, Bernard Giraudot, Laurent Tercieff. Enfin, c'est magnifique. Hein. Vous avez un souvenir avec un de vos amis quand vous avez fait la photo ? Isabelle, c'était formidable. Isabelle, c'est le coup de peau pour ceux qui connaissent encore qu'est-ce que c'était qu'un appareil argentique. C'est-à-dire, il ne s'agissait pas de faire une rafale, ça n'existait pas. C'est-à-dire qu'avant d'appuyer sur le déclencheur, on faisait quand même attention parce que les pellicules n'avaient que 24 ou 36 pauses. Tout à fait. Alors, Isabelle fêtait chez moi ses 18 ans.
Parce que j'avais un grand atelier, vu que j'avais failli être peintre, je n'aimais que les ateliers, donc j'avais un grand atelier. On avait fait une fête là, avec Francis Dussolier, pas mal de copains du conservatoire, comme ça. Et tout à coup, je la vois couchée sur le parquet, comme ça, avec une main complètement ailleurs, rêveuse, avec son verre posé à côté d'elle. Et j'ai fait, oh mon Dieu, la photo, oh mon Dieu, la photo. Et je regarde mon appareil, ma pellicule était finie. Oh mon Dieu. Et j'ai réarmé l'appareil et coup de peau, j'avais une 37e photo sur une pellicule de 36. Ça arrivait de temps en temps. Ça arrivait de temps en temps quand on commençait un peu trop tôt ou trop tard. On avait, hop, un bout de pellicule en plus. Et ben c'est la photo d'Adjani, c'est la 37e d'une pellicule de 36. Formidable. Alors ça, c'est vraiment... Et je voudrais faire un petit hommage parce que j'aime beaucoup Marie-Paul Bell, sans oublier qu'elle est au théâtre de Passy. Le 4 juin. Jusqu'au voilà. le 4 juin. Un soir entre 50 ans de scène. Merveilleux, merveilleux, merveilleux. Grande amie, voilà. Annie est voilà. Ça, voilà. Elle le dit, elle l'avoue elle-même, qui se bat contre un cancer et tout, et qui chante quand même, et qui vit pour chanter, vraiment. On s'est envoyé des petits textos. Ah oui, elle vous embrasse très fort. Oh, et moi donc. Je sais, et je me doute. Et moi donc. Voilà, j'ai réuni les trois drôles de dames. Eva, justement, Marie-Paul et vous, Annie. Voilà, oui. Mais en tout cas, surtout, n'oubliez pas le duplex. Magnifique pièce de théâtre. Annie, vous connaissez le questionnaire de Proust ? Oh la vache. Voilà, ça c'est la fin de mon émission. Ça, je me rappelle plus. Vous vous en rappelez pas ? Non, mais j'ai pas tout pris. Ah, heureusement, non, ouais. J'ai juste pris quelques traits. Allez, le principal trait de votre caractère. Oh, la franchise. La franchise. Trop parfois. Trop. Vos coups de gueule. Oh, il faut de temps en temps dire les choses. Oui. Voilà. Qu'est-ce que vous pensez des Jeux Olympiques, par exemple, voyez ? Non, on va se taire. On a décidé de se taire. Maintenant, on ne pense plus. Voilà. Allez, la qualité que vous préférez chez une femme ? La qualité, son côté masculin. Ah ouais, crampon. Oui. C'est-à-dire, pareil, la franchise. Chez un homme ? Chez un homme, je veux dire l'inverse, son côté féminin, sa sensibilité. Voilà. La sensibilité. Voilà. Ce que vous appréciez chez vos amis ? Que j'apprécie chez mes amis, qu'ils aillent bien. Oui. Qu'ils aillent bien, la fidélité aussi, à la fois. Oui, bien sûr. Bien sûr. Votre principal défaut ? Mon principal défaut... Eva a dit... Elle travaille. Ah oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai que j'ai du mal à m'arrêter. Je meuble beaucoup. Comme ça, oui, je sais pas rien faire. Alors justement, votre occupation préférée ? Mon occupation préférée, c'est jouer. Alors s'il y a une chose que j'ai pas fait, c'est un jour, vous savez, comme les gens qui disent un jour, je ferai mon tour du monde, voilà. Un jour, j'entrerai en peinture. Je reprendrai vraiment la peinture. Et en fait, j'y arrive pas. Mais... Alors, de temps en temps, j'attrape les pinceaux, je copie, parce que comme les dons restent, oui. Si ça devient, ils restent. Même si c'est comme le vélo, hein. Ça comme le vélo, ça s'oublie pas, donc je peux assez facilement faire un petit Matisse ou un petit Dufy tranquille. Eh ben, ça va avec grand plaisir de vous inviter dans une prochaine exposition que je ferai aussi. On pourra partager l'affiche tous les deux. Voilà. Votre fleur préférée ? Ma fleur préférée. Pareil que vous n'avez pas de jardin, je crois. Pas grand-chose. Pas grand-chose. J'aime bien le delphinium. Ah oui, c'est rare. Ah oui, c'est un peu long, une grande tige comme moi. Comme tous les arbres que vous avez chez vous plus de 175 espèces d'arbres. Je me suis arrêté de compter à 175 en fait. Oui. Folie. C'est une folie. C'est une petite folie. Allez, votre couleur préférée ? Ma couleur préférée, le violet, le mariage du violet et de l'orange. C'est un mariage qui est très tonique. Comme ça. Et puis les couleurs donnent beaucoup d'impressions qui donnent que c'est ce côté force, travail. Voilà. Votre auteur préféré ? Mon auteur préféré... Je ne saurais pas dire. J'adore Annie Ernaux. J'attends qu'elle ponde quelque chose de nouveau, là. C'est ce que j'allais dire, ancien ou nouveau. Mais Annie Ernaux. Oui. Il y a Annie, j'adore Annie.
J'adorais sa démarche d'écriture comme ça. Sinon, c'est Frédéric Dard. Ah bah oui. Indubitablement. On peut pas. Oui. Ah mais moi je suis pleine de San Antonio chez moi, j'en trouve toujours un évidemment avec 185 San Antonio différents, on en a toujours un qu'on n'a pas lu quoi. D'ailleurs j'ai fait la préface d'un livre qui est sorti, Frédéric Dard présenté par San Antonio Frédéric Dard, et j'ai présenté 3 San Antonio, dont ce livre extraordinaire. Très étrange, qui s'appelle Faut-il tuer les petits garçons qui ont les mains sur les hanches, qui est quand même quelque chose d'inouï. Oui. Donc j'ai mis celui-là, et le titre de ma préface, c'est toujours un San Antonio dans la valise, en cas d'urgence. En cas d'urgence. Dans la soute à bagages. Allez, on faut le garder. Voilà, sous la chemise de nuit. Il y a le livre qu'on est en train de lire, effectivement, et un San Antonio au cas où il y aura une petite baisse de morale. Voilà. Votre peintre préféré? Bonnard. Votre musicien? Le seul peintre que je ne voudrais pas copier. Je ne peux pas, c'est incopiable. Incopiable. Votre musicien ou chanteur favori? Ça, c'est difficile. J'écoute très peu de musique. J'écoute très, très peu de musique. Vous êtes plutôt musique à parole, chanson française. Oui, bien sûr, hein, bien sûr. Style Véronique Sanson. Mais Marie-Paul, hein, Marie-Paul. Son dernier album est merveilleux, formidable. Juliette aussi qui est formidable. Voilà, que j'ai été voir dernièrement au Trianon. Magnifique. Elle est superbe. Ah, elle est formidable. C'est une prestance magnifique. Allez la voir. Marie-Paul aussi. Votre actrice ou acteur préféré? Alors ça, j'ai jamais su. Si vous auriez aimé tourner avec qui? J'ai tourné avec tous ceux que j'aime. C'est énorme. Oui. Est-ce que vous auriez voulu aimer jouer avec Gabin? Pas forcément. Pas forcément? Non, pas forcément. Il devait pas être vraiment facile. Je l'aurais pas mis dans les acteurs normaux. Mais il y a que la chanson, je sais. Non. J'ai été gâté. Je saurais pas dire. J'ai une grosse tendresse à part Rochefort pour Marielle. Oui. Et puis Bernard Lecoq. Évidemment. Bernard Lecoq. Ça, je m'y perds dans Catherine, tous les alors. copains là. Le Bernard. J'aimerais bien qu'on fasse quelque chose avec Bernard. C'est différent, quoi. C'est tout le bonheur que je vous souhaite. Votre mot préféré? Mon mot préféré? Le mot préféré ou celui que vous détestez? Je peux pas répondre à ça. C'est vrai? Je ne peux pas répondre à ça. Compétition. Compétition. Je déteste. La compétition, vous n'aimez pas. Donc on ne parlera pas des Jeux Olympiques, mais je déteste. La compétition, c'est pas vous. C'est compétition, c'est lourd en plus. C'est lourd quand même. Oui. Le don de la nature que vous auriez aimé avoir. Alors peut-être justement, puisque j'en ai certains, peut-être de la musique. Jouer d'un instrument. Vous voyez, quand on me dit je sais tout faire, non, je ne sais pas jouer d'un instrument. Du tout, aucun. Vous avez chanté? Mais chanter, c'est autre chose. C'est autre chose. C'est une partie de presque comédienne, tu vois. Mais jouer d'un instrument ou créer des musiques, ça, ça m'est complètement inconnu. C'est vrai que c'est complètement inconnu. Il faut être vraiment né dedans à la fois. Ah oui, ça, alors là... C'est avoir un père... Moi, quand j'ai vu très vite que j'avais vraiment beaucoup de mal à séparer les doigts les uns des autres, je me suis dit, le piano, ça va être une horreur. Ah oui. Une horreur. Pourtant, vous avez des mains de pianiste. Non. Des grandes mains comme ça. Les mains de pianiste, c'est pas forcément des grandes mains. C'est vrai. Je sais pas si vous avez remarqué. Oui, c'est vrai. C'est comme les chirurgiens. On s'imagine que le chirurgien va avoir des belles grosses mains fines. Pas du tout. C'est des mains de boucher. C'est vrai. J'adore. Merci Annie en tout cas. Votre devise? J'aime bien. Je l'ai piquée. Je crois qu'elle est iranienne, me semble-t-il. Tout ce qui n'est pas donné est perdu. Oui. C'est joli. C'est beau. C'est ce que j'ai fait avec le voile noir. Avec le voile noir, exactement. Qu'est-ce que tu fais de ton drame, ton truc, et tu essaies de le donner parce que ça le partage et puis après on te rend des choses. D'ailleurs, je dis au passage,
je rends hommage à mes lecteurs parce que après Le Voile Noir, j'ai fait ce livre qui s'appelle Je vous écris, avec les gens qui m'ont répondu, je suis peut-être un des seuls auteurs dont les lecteurs ont changé la vie, qui m'ont appris ce qui s'était passé le matin de la mort de mes parents, qui m'ont tellement écrit de choses extraordinaires qu'en fait, c'est eux qui m'ont fait progresser après Le Voile Noir. Donc, ça explique peut-être le rapport un peu bizarre que j'ai avec le public. Mais pourtant, le public, c'est eux qui vous... Oui, vous êtes rentrés chez eux, en fait. Oui. Depuis longtemps, il y a eu vous les êtes familles, rentrés. il y a eu Le Voile Noir, il y a eu tout ça, il y a eu cet échange avec ces gens qui m'ont apporté. Je crois que je l'ai écrit à la fin de Je vous écris, vous m'avez sorti de ma douleur unique pour me ramener dans le sort commun. Voilà, c'est ça qu'ils ont fait. C'est le mot pour le public. Oui. Vous les remerciez beaucoup. Oui. Alors justement, c'est quoi l'amour pour vous? C'est ça, c'est le partage, c'est l'échange. C'est l'échange. Et le bonheur? Les bonheurs, je préfère le mot de Colette. J'aime bien, voilà. Les bonheurs. Oui. Vous êtes membre de l'Académie Alphonse Allais. Oui. Alors, ce musée qui a été inauguré par Raymond DeVos, j'adore ce monsieur à Honfleur, qui avait un jeu de mots. Et Alphonse Allais disait « Impossible de vous dire mon âge, il change tout le temps. » J'adore. Alors, est-ce que vous prenez cette phrase? Alors, moi, c'est pas tellement ça, c'est que j'estompe les repères. C'est-à-dire, j'oublie les dates. Je crois que ça a commencé, cette manie qui est vraiment presque une maladie, a commencé avec la date de la mort de mes parents, que j'ai, je crois, sciemment occultée, oubliée. Et dans la foulée, je mets pas de repères dans la vie, c'est un ruban. Ça se déroule. Oui. Et on fait des choses, et on fait ça. Quelquefois, oui, on a fait... Et alors, je cherche souvent... Alors, je crois que c'est pas l'année dernière, c'est il y a 2 ans, j'ai dit à mon fils, « Excuse-moi, t'es né à quelle date déjà ?» Et là, mon fils m'a dit, « Maman, tu fais fort. Là. Là, tu fais fort. » Mais c'est vrai qu'en plus, c'est au mois de mai. Il y en a beaucoup qui sont nés au mois de mai. Mais c'est vrai que ça va presque jusque-là. Tu vois, je m'en fous des dates. Oui. Et sur ce, ça permet de pas trop faire attention à son âge. Tu vois, parce que, bon, d'accord, si je me mets à compter, là, c'est terrible. En fait, on ne représente pas notre âge, mais à l'intérieur, le corps nous le fait comprendre. Ça, oui, ça, malheureusement, oui. Voilà. Malheureusement, oui, oui. Mais et alors, ceci dit, ce métier, de jouer la comédie, de monter sur scène et tout ça, c'est extrêmement précieux. Oui. Extrêmement précieux parce que ça c'est un corset, quoi. Ça vous oblige à vous maintenir en forme. Je suis en plein dedans, donc je sais ce que c'est. Ah, ça c'est... on me dit parfois, mais toi, alors, t'as ta campagne, tes petits-enfants, tu voudrais pas, non. là, tout à coup, vivre une vie contemplative? J'ai dit, mais moi, je viens une vieillarde dans 6 mois. Je Justement, laisse c'est tout ce qu'on tomber. disait au début de l'émission. Après, on va conclure, justement. On vous dit, pourquoi t'es pas encore arrêté? Ça vous énerve. Ah oui, ça m'énerve beaucoup. Ça, non. Mais n'arrêtez pas. Il y a quelque chose comme ça des gens... vous avez l'intention de continuer? Mais oui, je t'enquiquine. Enfin, pourquoi les gens veulent absolument qu'on s'arrête, quoi? C'est fou. Il y a quelque chose. Ça les agace. Ça les agace. Oui. Je sens, il y a un petit agacement. C'est souvent. C'est la jalousie. Parce qu'ils n'ont pas pu faire. Je sais pas. On a envie de pousser les vieux. Hein? Il y a une actrice qui a dit, après 50 ans, on nous appelle beaucoup moins. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Mais moi, je vous appellerai encore. Je crois que c'est vrai. Oui. Mais moi, je vous appellerai encore. Je pense très fort aux actrices qui n'ont pas ma chance et à qui on n'offre plus des rôles et des possibilités, justement, de continuer leur métier. C'est assez affreusement triste, je trouve. Alors, mais nous, on continuera à s'appeler et on vous appellera toujours. Je vous souhaite encore plein de bonheur, enfin bref, cinéma, théâtre. Vous le méritez, vous êtes une grande actrice, une grande comédienne, une grande écrivaine. N'oubliez pas Annie Dupéret, allez la voir sur les réseaux, mais allez la voir justement. Non, mais sur les réseaux, sur Internet, vous allez voir, il y a plein d'articles sur elle et c'est magnifique. Il faut chercher parce qu'on a au bout des doigts, on a Google, on peut regarder, on peut s'intéresser. Et c'est ça qui est beau à la date d'aujourd'hui. On allait chercher le Robert, on allait chercher le Quid à l'époque. Tiens, je suggère pour mon jardin creusois
j'ai Silence ça pousse. Et oui, tout C'est à sur fait. YouTube, je crois. Exactement, c'est pour ça. Et ben Et on voilà, creuse. on arrive à Silence ça pousse. En tout cas, allez voir Le Duplex au Théâtre de Paris avec Pascal Légitimus, Francis Perrin et Corinne Touzé S'amuse jusqu'au bien. mois de juin. Et ils s'amusent et ça continuera en mois de septembre. Merci Annie Dupéret. Mais merci à vous. beaucoup. Merci à Ça a été un bonheur. Merci à Marion Gonzalez, merci à Robert Cinéfilm, merci au directeur de la radio Armada, merci à Vianney à la régie. Merci chers auditeurs, merci à tous. Prenez soin de vous, à très très bientôt. On se retrouve le 10 juin avec Evelyne Dress et plein de pépites aussi au mois de juin. Bonne soirée, plein de bonheur et ciao ciao ciao.